Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc à la une de ce jeudi 7 avril. Cet après-midi avait lieu l'inauguration du nouveau siège de la Mutualité sociale agricole des Alpes de Chambéry. Une inauguration couplée avec une manifestation. Les salariés dénoncent les suppressions d'emplois liées aux récentes mutualisations. Nous ferons le point. Nous verrons qu'avoir un CDI dans plusieurs entreprises, c'est possible. Depuis juillet 2012, l'association clusienne Alpège a mis en place un système de mutualisation de main-d'œuvre. Les 13 sociétés fondatrices sont basées dans la vallée de l'Arve. Toutes les explications à suivre dans ce journal. Enfin, nous prendrons un peu de hauteur, direction Val d'Isère pour la Scara. La célèbre course des jeunes talents a tenu toutes ses promesses en rassemblant plus de 1500 skieurs. Potentiels futurs grands champions, Emmanuel Jaude les a suivis ce matin. Je vous le disais en titre, c'est un drôle de climat qui régnait cet après-midi à l'inauguration du nouveau siège de la Mutualité sociale agricole des Alpes de Chambéry. Alors qu'il était présenté aux élus, les salariés ont occupé l'entrée du bâtiment pour protester contre les suppressions d'emplois liées aux récentes mutualisations. On fait le point avec Sébastien Germain. Les messages alarmistes en disent long sur l'état d'inquiétude dans lequel se trouve une partie des salariés de la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, qui regroupe l'Isère, la Haute-Savoie et la Savoie. Dans le collimateur de ses agents, la mutualisation avec la caisse MSA 1 Rhône, voulue par Paris. Aujourd'hui, on l'a vécu parce qu'on a déjà fait des mutualisations, on a fait des spécialisations de sites. C'est fait à un rythme effréné et où on n'a pas le temps de se former, on forme à toute vitesse. Les gens ne sont pas formés, il faut déjà qu'ils fassent du rendement. Et au résultat des courses, pendant 2-3 ans, le service n'est pas de qualité. Les gens souffrent au travail parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils devraient faire. Cette date du jeudi 7 avril 2016 n'a bien évidemment pas été choisie au hasard par la CGT. Car ce jeudi, les quelques 619 délégués cantonaux étaient invités à découvrir les locaux du siège social de la MSA Alpes du Nord avant une inauguration en grande pompe. Je peux comprendre aujourd'hui que le personnel s'interroge. Ce que je peux regretter aujourd'hui, c'est que le mouvement cégétiste profite de cette occasion pour poser le problème sur la table. Ce moment privilégié pour valoriser nos services n'est peut-être pas le moment le plus approprié pour engager les discussions. Depuis maintenant 15 ans, les 35 MSA de France n'ont plus de réserve propre. Elles sont financées par des fonds alloués par les ministères des Finances et des Affaires sociales. Une situation qui impacte fortement le fonctionnement des caisses de MSA. Je rappelle que nous sont demandés 1850 réductions d'effectifs sur les 5 années à venir et 15% de baisse de nos frais généraux. Cela est totalement inacceptable après les efforts qui ont déjà été déployés ces 10 dernières années. On l'aura compris, salariés et direction se rejoignent sur un point précis, à savoir le refus des suppressions de postes. Mais le personnel souhaite une réelle implication de la part de ses dirigeants. Les décisions se prennent à Paris et il faut que nos directeurs aient aussi des arguments à faire valoir à la tutelle et au ministère pour leur dire que c'est plus possible de continuer dans ce sens-là. À l'heure actuelle, les caisses nationales de MSA ont fait une contre-proposition au gouvernement pour lui demander de limiter les efforts financiers demandés aux mutualités sociales agricoles. Les autoroutes et tunnels du Mont-Blanc poursuivent leur politique d'investissement. 48,5 millions d'euros seront répartis cette année pour tous les chantiers. 3 priorités demeurent inchangées depuis plusieurs années, à savoir la sécurisation des automobilistes, l'optimisation de la qualité de service et enfin la préservation de l'environnement. Les travaux devraient donc se succéder tout au long de l'année sur les autoroutes de la TMB. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler dans ce journal. La suppression des trains de nuit dans nos pays de Savoie fait beaucoup parler. Si pour la SNCF, l'arrêt de la ligne Paris-Bourg-Saint-Maurice et Paris-Saint-Gervais est acté pour le 1er juillet, il reste cependant un espoir. L'État a publié le 1er avril dernier un appel à manifestation d'intérêt, ce qui permet de recueillir les candidatures à la reprise de ces lignes de nuit. Cependant, les élus du territoire, comme Éric Fournier, le maire de Chamonix, demandent à repousser le délai de remise des offres au 30 septembre pour laisser le temps aux éventuels repreneurs de proposer un dossier solide, un report qui obligerait la SNCF à continuer ses liaisons jusqu'à cette date. Depuis juillet 2012, l'association clusienne Alpège a mis en place un système de mutualisation de main-d'œuvre. Concrètement, c'est un salarié embauché en CDI mais partagé entre plusieurs entreprises d'un même bassin d'emploi. Parmi les 13 sociétés fondatrices du groupement, les entreprises Martin à Vougy. Sur ces 200 salariés, 2 sont en contrat partagé. Fanette de Buisson les a rencontrés. Lorsqu'elle sillonne les allées de l'atelier, Florence est comme chez elle. Cela fait 3 ans qu'elle travaille au sein des entreprises Martin.
Pourtant, la jeune femme a un statut un peu à part. Elle partage son temps de travail entre 4 entreprises avec un seul et même contrat. Déjà, ça casse la monotonie du travail, c'est-à-dire qu'en HSE, même si les sujets ne sont pas forcément récurrents, on a des problématiques qui sont différentes dans les diverses entreprises. D'autre part, ça permet, à mon sens, d'aller plus vite sur certains sujets. Je vais développer une stratégie ou une méthodologie pour résoudre un problème qu'après je vais dupliquer pour les autres entreprises. Donc c'est un gain de temps un petit peu pour tout le monde. 13 entreprises ont fondé ce groupement, donc ça a vraiment été une volonté des entreprises en tout cas. Et ça répond à un besoin par rapport aussi au tissu local composé essentiellement de TPE, PME, qui n'ont pas forcément de besoin à temps plein sur certaines fonctions, support, telles la qualité, le commercial, l'environnement, l'informatique. Et donc ça permet d'avoir une ressource à temps partiel. Un temps partiel pour les entreprises, un temps plein et un CDI pour le salarié. Aujourd'hui, le groupement d'employeurs, créé il y a 3 ans et demi, rassemble 40 entreprises et 19 salariés. Parmi eux, Élise. Elle équilibre son temps de travail entre 3 sociétés. C'est vrai que c'est sécurisant parce qu'on a un CDI. C'est un CDI qui est renouvelable, donc les entreprises, elles peuvent signer pour une année. Et puis si elles ne continuent pas leur contrat, Alpège Zénith cherche en fait pour l'année d'après pour d'autres entreprises. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est sécurisant et qui est adaptable aussi. Donc c'est un bon compromis. La formule semble aussi convenir aux dirigeants puisque chaque année, 90% des contrats avec les entreprises sont renouvelés. C'est difficile pour une personne de vivre avec 24 heures par semaine, sauf dans certains cas bien particuliers. Donc d'avoir une personne à temps partagé, ça lui permet d'avoir un temps plein. Et pour l'entreprise, de bénéficier de 2 fois 8 heures, donc 16 heures par semaine sur une fonction support. Quand les entreprises auront compris l'intérêt, notamment dans les petites structures, de prendre une personne soit 1 jour ou 2 jours par semaine, je pense qu'il y aura d'autres emplois qui seront créés à la clé. On compte aujourd'hui en France 6 000 groupements d'employeurs, impliquant près de 100 000 entreprises pour environ 40 000 emplois. On ouvre une page montagne pour terminer ce journal. Aujourd'hui, les épreuves internationales de la Skara ont débuté à Val d'Isère. Pour sa 36e édition, la célèbre course des jeunes talents a tenu toutes ses promesses en rassemblant plus de 1500 skieurs. S'il n'y a pas vraiment d'enjeu, le but reste de se mesurer aux meilleurs benjamins et minimes du monde. Les jeunes le vivent comme un véritable tremplin. 2 grands noms du ski sont d'ailleurs passés sur cette course, comme Luc Alphand, Jean-Baptiste Grange ou encore Yannicka Kostelic ou Anya Persson. Emmanuel Jod était à Val d'Isère ce matin. Ils sont venus de partout pour se mesurer les uns les autres. 31 nationalités rassemblées pour la Skara, une course de ski pas comme les autres. Dans la station de Val d'Isère, il s'agit même d'un événement incontournable, presque aussi célèbre que le Critérium. Ça concerne les jeunes enfants, U14 et U16. C'est l'avenir du ski français. Bon nombre de ces athlètes, d'ailleurs, on les retrouve en Coupe du Monde quelques années plus tard. En tout cas, parmi les vainqueurs de la Skara, bon nombre sont maintenant en Coupe du Monde ou l'ont été avant. La Skara, ça fait partie, comme la Topolino ou la Pinocchio, ça fait partie des grandes courses internationales des jeunes. Pour tous ces jeunes de 14 à 16 ans, la Skara, c'est une étape obligée, la première épreuve internationale. D'ailleurs, nombreux sont les champions qui se souviennent encore bien de ces moments uniques dans la vie d'un compétiteur. À commencer par l'ouvreur du jour, un certain gamin du club local. C'est un passage obligé avec les coqs d'or. Quand on est gamin, c'est un peu les 2 courses phares. J'ai pas mal de souvenirs de la Skara, pour être honnête, pas que des bons. Parce que malheureusement, le fait que ça soit au mois d'avril, il arrive souvent qu'on ait quand même des conditions de printemps et parfois du mauvais temps. Donc maintenant, c'est une course d'un jour, donc voilà, faut que les jeunes ils gardent le moral et ça tourne. Donc ceux qui n'ont pas eu de chance, ils en auront l'année prochaine. Pourtant, si de grands noms du ski se sont illustrés ici, pour les entraîneurs, la compétition n'est pas vraiment représentative du niveau international de demain. Encore beaucoup de travail est nécessaire pour trouver les champions de la prochaine génération. Ça reste la cerise sur le gâteau dans la mesure où c'est une course où il n'y a pas un réel enjeu. C'est que de la formation, on se mesure aux étrangers, au terme de cette course, il n'y aura pas de classement qui définiront des entrées dans les classes pôles ou autre chose de ce style. C'est l'aboutissement de la saison, on va dire. Il n'y a pas une préparation spécifique Scarafiotti. C'est la suite logique de la préparation automne, été et
des compétitions de tout l'hiver. Voilà. L'événement se poursuit d'ailleurs jusqu'à ce vendredi soir avec, après les épreuves de géant et de slalom, de grands ateliers et animations au cœur même du village pour ainsi favoriser les liens entre les jeunes skieurs du monde entier. Clap de fin pour la saison de Coupe du Monde du ski alpinisme. Et une fois n'est pas coutume, ce sont deux grands noms de la discipline qui ont été couronnés, Kilian Jornet-Burgada et Laetitia Roux. La Française en forme olympique cette année est passée à 2 doigts de la saison parfaite en remportant la quasi-totalité des courses auxquelles elle a participé. Il s'agit là de son 6e globe de cristal. Retour sur une saison exceptionnelle avec Emmanuel Jaude. Il s'agissait d'une année d'exception pour le ski de rando. Pour le circuit Coupe du Monde, 6 courses individuelles étaient au programme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous les tracés ont convenu à merveille à Laetitia Roux. L'athlète originaire de Gap s'est en effet imposée sur 5 des 6 épreuves, gagnant par la même occasion son 6e globe de cristal. Seul bémol, sa 6e place mi-mars dans la station de Mandolè en Italie. Malgré le meilleur chrono, la reine incontestée du ski alpinisme avait été sanctionnée en raison d'un problème de poids du ski. Pourtant, c'est bien sûr la plus haute marche du podium du classement Coupe du Monde que monte la skieuse des Hautes-Alpes en cette fin de saison. I know I'm ready at the top now and come back at the first place. J'ai bien conscience que cette année, je suis à mon top niveau. J'ai même fini première à la course verticale qui est pourtant une épreuve très particulière où il faut pousser fort dès le début. En fait, c'est très physique. Pour moi, c'est un très bon signe. Je continue de m'améliorer et je reste au top en cette fin de saison. It's nice to see that all the season I improved and I'm now at the top for the end of the season. Du côté des hommes, l'homme à battre était incontestablement le Catalan Kilian Jornet-Burgada. Aux avant-postes durant toute la saison, malgré les efforts de ses concurrents directs, il a su mener de main de maître un classement général pourtant composé des plus grands noms de la discipline, Michel Boscacci, Anton Palzer et autres Matteo Jacquemou. Tous n'ont aperçu que le dos du leader espagnol qui s'impose donc à Mandolè comme ailleurs, cumulant 480 points sur le classement individuel. Aujourd'hui, je ne pouvais pas rêver mieux. La dernière course était longue et dure et la descente très physique. Mais encore une fois, je ne pouvais rêver mieux. Je me suis senti au top de ma forme sur toute la course. J'ai bien contrôlé mon effort au début et j'ai tout donné dans la deuxième partie. Finir la saison comme ça avec 2 victoires ici, à Mandolè, en vertical et en individuel, c'est juste une saison parfaite. Et pour conclure cette saison, il faudra encore attendre la dernière course par équipe, la célèbre patrouille des glaciers qui s'élancera de Zermatt le 22 avril prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo de Thierry Polm. Passez une très belle soirée et à bientôt.